On va passer maintenant à la description de l'humérus. C'est un os triangulaire à la coupe au tiers moyen de sa diaphyse. Il est constitué, comme tout os long, d'une épiphyse proximale, d'une diaphyse et d'une épiphyse distale. Concernant l'épiphyse proximale, elle est composée par certains éléments qui sont les suivants. La tête humérale, le col anatomique, le tubercule majeur, le tubercule mineur, le sillon intertuberculaire et le col chirurgical. La tête humérale, c'est une surface articulaire sous la forme de tiers de sphère de 30 mm de rayon. Elle regarde médialement en haut et légèrement en arrière, et elle est articulaire avec la cavité glénoïdale de la scapula. Le col anatomique, il sépare la tête humérale du massif tronco-antérieur. Le tubercule majeur, c'est une saillie latérale qui se prolonge en bas par la crête du tubercule majeur. Le tubercule mineur, c'est une saillie antérieure qui est plus petite et qui se prolonge en bas par la crête du tubercule mineur. Et on a le sillon intertuberculaire, c'est une dépression qui sépare les deux tubercules. Et finalement, on a le col chirurgical qui unit l'épiphyse proximale à la diaphyse. Vous pouvez me poser la question suivante. Quelle est la différence entre col anatomique et col chirurgical? En fait, le col chirurgical, c'est une limite fictive élaborée par les orthopédistes dans leur intervention chirurgicale. Tandis que le col anatomique, il est appelé comme ça parce qu'on parvient à le distinguer par les éléments anatomiques. En effet, le col anatomique est tout d'abord une zone de transition évidente entre la tête humérale et le massif tronco-antérieur. Également, il est une zone d'insertion de la capsule articulaire et des ligaments. Donc, comme j'ai dit, on parvient à le différencier par ces différents éléments anatomiques. Une autre remarque concernant le col chirurgical. Sa face postérieure, je vais essayer de vous montrer. La face postérieure du col chirurgical est en contact avec le nerf axillaire, mais également avec les vaisseaux circonflexes postérieurs. Ainsi, en cas de fracture au niveau du col chirurgical, il y a risque de lésion de ces vaisseaux et surtout risque de lésion du nerf axillaire. Or, sachant que le nerf axillaire innerve le muscle deltoïde, pour diagnostiquer une telle fracture, on va demander au patient de faire l'abduction, qui correspond à l'action du muscle deltoïde. Si le patient ne parvient pas à faire l'abduction de l'épaule, on est sûr qu'il s'agit d'une paralysie du muscle deltoïde et dans un deuxième lieu d'une lésion du nerf axillaire secondaire à la fracture du col chirurgical. Ayant fini avec l'épiphyse proximale, on passe à la diaphyse. On lui décrit 3 faces et 3 bords. On a tout d'abord la face antéro-médiale, la face antéro-latérale et la face postérieure, ainsi que 3 bords, comme on a dit. Le bord antérieur, le bord latéral et le bord médial. La particularité c'est au niveau de la face postérieure, la diaphyse au niveau de sa face postérieure et plus précisément dans la partie moyenne se trouve le sillon du nerf radial à travers lequel passe le nerf radial. Vous voyez, voilà le nerf qui passe par le sillon du nerf radial. Une autre particularité concernant la diaphyse, c'est au niveau de la face antéro-latérale.
Et également dans sa partie moyenne se trouve une petite saillie qu'on appelle la tubérosité deltoïdienne sur laquelle s'insère le muscle deltoïde. On va terminer par la description de l'épiphyse distale qui est vraiment très simple. Il faut juste ici différencier entre deux termes qui sont en fait l'épicondyle et le condyle. En effet, les épicondyles, que ce soit l'épicondyle latéral et médial, ce sont juste ces saillies au niveau des deux faces. C'est-à-dire, l'épicondyle latéral, c'est juste la saillie au niveau de la face latérale, tandis que l'épicondyle médial, c'est juste cette saillie osseuse au niveau de la face médiale. Tandis que le condyle, c'est toute cette partie-là, c'est tout le reste, c'est le condyle. Okay. Le condyle, il est composé tout d'abord par cette surface articulaire semi-sphérique qui s'appelle le capitulum huméral. Cette surface articulaire sous la forme de poly qu'on appelle la trochlée humérale. Entre les deux, il y a cette zone-là qui s'appelle la zone capitulo-trochléaire. Le capitulum huméral, il répond à la fossette articulaire radiale et il est surmonté en avant par la fosse radiale. Tandis que la trochlée, elle répond, je vais essayer de vous montrer, elle répond à l'incisure trochléaire de l'ulna. Elle est surmontée en avant par la fosse coronoïdienne et elle est surmontée en arrière par la fosse olecranienne qui, comme vous remarquez, répond à l'olecrane de l'ulna. Finalement, cette zone capitulo-trochléaire qui est la surface inclinée de la trochlée en regard du capitulum.